Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Van den Burg. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député fédéral. On va parler du survol avec cette proposition de la région bruxelloise hier pour essayer d'avancer dans ce dossier-là. La phrase de la matinée, je vous la lis. C'est l'art de présenter une provocation comme un compromis. Voilà l'accueil réservé par la Flandre à cette proposition de la région bruxelloise. On est dans le blocage plus que jamais. C'est vrai que la réaction de la Flandre est sans surprise, malheureusement. Un ministre NVA, Ben Weitz, très dur dans ce type de négociation. Mais surtout ici, le problème, c'est le manque de leadership dans ce dossier au niveau fédéral. Puisque c'est le ministre de la Mobilité, le ministre Belot, qui a la main dans ce dossier, qui doit venir avec des propositions, et on les attend depuis la mise en place du gouvernement Michel Ier. Il faut se souvenir, on a eu d'abord Jacqueline Galland, qui nous avait dit en quelques semaines ici, je vais solutionner ce problème qui dure depuis des décennies. On n'a rien vu, malheureusement on a vu ce que ça a donné puisque Mme Galland n'est plus là. Aujourd'hui, on a un nouveau ministre qui nous annonce des plans, qui nous annonce des propositions depuis des mois. Malheureusement, on n'a toujours rien vu. Et donc, on arrive effectivement petit à petit face à un mur. On a, je dirais, renvoyé la patate chaude du côté de la région bruxelloise, qui, elle, a ses normes de bruit, ses normes, je dirais, de qualité de vie pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Et aujourd'hui, voilà, on est dans un conflit d'intérêts entre les régions. Il faut que le fédéral avance, prenne le taureau par les cornes et, au-delà de la concertation, vienne avec des actes et des propositions. Ouais, la région ici, elle a gonflé les muscles pour un peu acculer la Flandre avec la pression économique qu'il y a derrière tout ça, mais ça ne fonctionne pas très bien puisqu'on arrive à un durcissement. Est-ce que c'est un peu les prémices d'un conflit communautaire plus large ? Et vous savez, nous, au niveau des écologistes, on a toujours traité ce dossier avec nos amis de Groen. Donc, Écolo et Groen ont toujours discuté sur ce dossier. Et on arrive à des solutions parce qu'on a des objectifs communs de qualité de vie de nos concitoyens, des objectifs environnementaux. Alors, la solution miracle, je ne sais pas, mais nous avons toujours plaidé pour l'allongement de la nuit, par exemple. On sait qu'au niveau de Bruxelles, au-dessus de Bruxelles, sont toujours les mêmes routes qui sont problématiques. Celle du canal, celle de Delta, et où on voit le plus d'infractions aux normes de bruit bruxelloises. Eh bien, commençons déjà par appliquer la nuit jusqu'à 7 h du matin. Sur ces routes-là, c'est une proposition très concrète et avançons comme ça petit à petit. On ne peut pas mettre ce que demande un peu quelque part la Flandre en balance notre qualité de vie, que ce soit d'ailleurs celle des Bruxellois, des Flamands et des Wallons, sur l'autel de l'emploi. Ne mélangeons pas tout ici. Je pense qu'il y a des solutions qui existent, mais il faut avoir la volonté politique, je dirais, de mener ce dossier vers une solution constructive. Et ça, sincèrement, ça manque pour l'instant. Alors pour vous, si je comprends bien, il faut avancer étape par étape et pas venir avec un accord global sur l'ensemble du problème. Mais je pense qu'un accord global est l'idéal. Mais on voit ici le blocage dans lequel on est a malheureusement l'air profond. Mais nous avons déjà des solutions pour avancer à court terme. Mais une solution structurelle à long terme est inévitable. Elle est nécessaire. Et donc effectivement, un dialogue global devrait être fait. Mais en attendant, il y a un conflit d'intérêts qui va être demandé, qui va être posé par la Flandre. Et donc qui va reporter. Et donc profitons-en déjà pour avancer sur quelques mesures très concrètes comme l'allongement de la nuit pour certaines routes. Mais évidemment, une solution structurelle globale est indispensable. Et donc, il va falloir à un moment donné que le ministre de la Mobilité fédérale prenne le taureau par les cornes et vienne avec des propositions concrètes. Voilà, allongement de la nuit qui était dans les demandes de la région, dans la proposition faite hier. Alors, terrorisme, on a une série de lois qui sont dans le pipeline, si on peut dire. Il y a notamment l'obligation pour les institutions sociales, les assistants sociaux, de signaler les personnes lorsqu'elles repèrent des indices de ce qui pourrait être de la radicalisation ou des activités terroristes. Si c'est correctement balisé, pourquoi être contre une telle proposition ? En fait, dans cette proposition, il y a plusieurs choses. Donc, c'est un débat évidemment très sensible, puisqu'on connaît le contexte de lutte contre le terrorisme. Et personne ne s'oppose évidemment à la lutte contre le terrorisme. Et plusieurs choses dans ce texte. La première chose, c'est que c'est un texte qui demande plus de collaboration entre la justice et les institutions de sécurité sociale. Globalement, ça vise surtout les CPS. Pas de problème. Je dirais qu'il y a une collaboration qui soit meilleure qu'aujourd'hui. Déjà, cette collaboration, elle existe, puisqu'aujourd'hui, dans la loi, il est prévu que quand la justice fasse une demande à des assistants sociaux sur des cas bien précis, des dossiers en cours, eh bien, il y a une procédure qui existe pour que cette information puisse être délivrée. Le texte, dans sa première partie, voulait, je dirais, améliorer les mécanismes, renforcer les mécanismes pour que cette collaboration se fasse mieux. On était vraiment prêt à avancer. Mais il y a une deuxième partie qui, celle-là, effectivement, oblige les assistants sociaux à, de manière proactive, dénoncer tel ou tel comportement qu'ils estimeraient, je dirais, des indices de préparation à un acte terroriste. Et là, vraiment, on arrive dans une autre vision de la société, où chaque assistant social devient membre de la police antiterroriste. Ils ne sont pas formés pour ça. Et surtout, ça brise le lien de confiance entre les usagers du CPS et évidemment les assistants sociaux. Et donc,
sous couvert de lutte contre le terrorisme, ici, on est en train de vouloir organiser une sorte de flicage généralisé de notre société et surtout de mettre à mal l'ensemble du système social. Ce n'est pas nécessaire. D'autres, je dirais, les collaborations entre justice et CPS existent, d'accord pour les renforcer, mais ne pas tomber dans des dérives telles que ce texte de la NVA les propose. Et donc, nous sommes vraiment frontalement opposés à ces mesures de délation, je dirais, préventive ou de dénonciation préventive. Alors aujourd'hui, en commission, on voit un autre texte, c'est la proposition de loi qui permettrait au bourgmestre de fermer les établissements suspectés d'activités terroristes. Alors ça, vous soutenez comme proposition ou pas? De nouveau, je pense que l'intention a du sens à nos yeux, c'est-à-dire, effectivement, on voit que dans certains lieux, dans certaines communes, que ce soit en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie, des endroits où des personnes viennent se radicaliser, des discours de haine sont tenus. C'est vraiment demandé par François Skepmans à Molenbeek. Oui, donc c'est effectivement, Mme Skepmans souhaite pouvoir fermer certains endroits, mais de nouveau, sur le principe, il n'y a évidemment pas de souci. Là où la haine est prêchée, où une forme la plus extrême et la plus violente de l'islam est enseignée, évidemment, il faut pouvoir prendre des mesures, que ce soit au niveau du bourgmestre, mais que ce soit au niveau de la justice. Et ça, je pense que c'est pour nous fondamental. Maintenant, il est clair que ici, de nouveau, le texte, il est vague. Et c'est ça qui nous pose problème. C'est qu'on est dans une situation où, finalement, sur base d'indices sérieux, et là je mets des guillemets parce que c'est ce qui est dans le texte, le ou la bourgmestre va pouvoir fermer toute une série d'endroits. On ne parle pas spécialement de lieux de radicalisation dans le texte de loi qui est proposé. On parle de tout endroit, donc ça peut être tout commerce qui, sur base de suspicions, je ne sais pas, qu'on a vu telle ou telle personne en sortir, telle ou telle ASBL organiser une réunion, eh bien le bourgmestre va fermer de manière préventive. C'est donner un outil réel, parce que pour l'instant, les bourgmestres le font déjà, mais en trichant, si je peux me permettre le terme, parce qu'on utilise des arguments d'urbanisme. Ici, au moins, ça donne un outil qui leur permet d'agir de manière plus transparente. Tout à fait, mais donc pour traiter le problème d'endroits où des phénomènes de radicalisation, objectivés et prouvés se passent, il faut effectivement adapter la loi. Et donc on n'a pas de problème à adapter la loi pour que les bourgmestres aient un rôle plus actif dans, la lutte contre le radicalisme, la lutte contre le terrorisme. Le problème du texte qui va être discuté cet après-midi, c'est qu'on ouvre vraiment une boîte de Pandore. Et en fait, tout type de commerce pourra être préventivement fermé. Moi, j'ai eu des contacts avec beaucoup de bourgmestres, et pas uniquement des écologistes ces derniers jours. Ils me disent tous, mais imaginez, on reçoit un coup de fil de tel ou tel citoyen qui nous dit « Ah, vous savez, j'ai vu des choses dans cet endroit-là. » Comment, aujourd'hui, ça va être le principe de précaution, donc comment vont-ils ils vont être tentés de fermer, tout endroit susceptible de... Ils s'appuieront quand même sur un travail de leur police locale. Oui, mais c'est bien ça le problème, c'est qu'ils ne sont pas des policiers. Donc on est vraiment contre aussi le fait que le bourgmestre devienne vraiment un shérif et qu'il soit vraiment aussi membre de la police et membre de la police antiterroriste. On croit de nouveau, notre conviction, c'est que ce n'est pas son rôle. De nouveau, il y a moyen d'avancer sur des problèmes concrets comme la fermeture de lieux où des prêches radicales se passent. Je pense qu'il y a des possibilités légales pour le faire, mais le texte qui nous est soumis aujourd'hui va beaucoup plus loin et à nos yeux beaucoup trop loin. Alors les bourgmestres, vous en avez reçu en commission attentat cette semaine et justement ils se disent un peu démunis, donc manque d'outils, ça on vient d'en parler, puis manque d'informations aussi. Qu'est-ce qu'on peut leur donner pour les aider? Mais je pense qu'il y a effectivement plusieurs éléments. On se rend compte aussi que les bourgmestres qui ont vraiment un discours de terrain intéressant pointent aussi les outils de prévention. Parce qu'on vient de parler de 2 mesures qui sont discutées dans la commission lutte contre le terrorisme. Ce sont des mesures de répression, très sécuritaires. Mais on parle trop peu de nouveau à nos yeux, de prévention. Et il y a énormément de choses qui sont mises en place. On a par exemple entendu le bourgmestre de Malines, Bart Somers, qui nous expliquait qu'il avait tout un réseau de grands frères dans sa ville qui étaient actifs dans les quartiers, sur les plaines de jeu, pour pouvoir jouer ce rôle, citoyen, de faire le lien entre certains jeunes qui se sentent un peu laissés pour compte et de pouvoir un peu les guider, donc jouer vraiment ce rôle de grand frère. Et donc ce sont des personnes qui travaillent pour la commune de Malines. Et donc ce sont des exemples intéressants. Je pense que la prévention est le grand absent des débats dans la lutte contre le terrorisme et vraiment nous le regrettons. Oui, mais ici on souligne quand même qu'il y a un manque d'informations. Est-ce qu'ils ne doivent pas être dans le secret des responsables de la sécurité, puisqu'ils sont responsables de la sécurité dans leur commune, ces bourgmestres? Est-ce que là on ne doit pas plus les mettre dans le coup? Mais aujourd'hui, il y a des organes qui existent, qu'on appelle les task forces locales, où effectivement, il y a le bourgmestre, il y a la police locale, il y a tout ce qui a trait aussi au CPS. Et donc, des réunions se font sur base des listings qui sortent donc de l'OCAM, l'organisme qui mesure la menace, et qui repère les
des individus radicalisés à suivre. Voilà. Et donc, ces informations, je dirais, existent, ces réunions se passent. Maintenant, effectivement, amélioration de l'information, de nouveau, je pense que ça va être un point central des recommandations de la commission d'enquête. Parce qu'on a vu que dans l'enquête, je dirais à d'autres niveaux, au niveau de la justice, au niveau du parquet, au niveau de la police fédérale, à un moment donné, effectivement, l'information aurait pu être mieux échangée. Donc ça va être un point clé des recommandations. Recommandations qu'on attend pour à peu près dans un mois. Alors, autre moment de la commission attentat cette semaine, il nous reste assez peu de temps, c'est l'audition de l'imam adjoint de la Grande Mosquée au Cinquantenaire. On l'attendait notamment sur le lien avec l'Arabie Saoudite. Alors voici sa réponse, je vous la lis. On n'est pas en rapport avec l'Arabie Saoudite, mais avec la Ligue islamique mondiale. Nous ne sommes pas liés à un État, nous n'avons aucune directive ou instruction qui viennent de là-bas. Nous ne recevons pas d'instruction pour diffuser un islam wahhabite. Vous êtes satisfait de cette réponse ? On n'était pas satisfait de l'audition de cet imam qui nous a expliqué beaucoup de choses intéressantes, mais c'est vrai qu'il ne répondait pas aux vraies questions sur la transparence du financement, sur la transparence au niveau de quel type de formation en interne de la Grande Mosquée est donnée, puisqu'on a des témoignages de personnes qui ont suivi des cours au sein de la Grande Mosquée qui disent voilà, c'était clairement un islam assez extrême, proche du salafisme qui était enseigné. Là, on n'a pas vraiment reçu de réponse par rapport au financement. Effectivement, il nous parlait d'une ASBL, mais on sait que cette ASBL est elle-même financée par l'Arabie Saoudite puisqu'elle a son siège à la Mecque. Et donc, voilà, on n'a aucune idée des montants, on n'a aucune idée des comptes. Donc, on n'a pas avancé, en fait. On a avancé en sachant que la prochaine fois, on va auditionner une autre personne. Et voilà, aujourd'hui, on a laissé la Grande Mosquée envoyer le responsable qu'il préférait. Aujourd'hui, effectivement, la commission d'enquête va continuer parce qu'on s'est effectivement rendu compte que les réponses qui nous étaient fournies n'étaient pas satisfaisantes. Voilà, une affaire à suivre. Tout à fait. On en reparlera donc plus tard dans cette émission. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans l'émission, les experts, les invités seront Raoul Edebo et Françoise Berthiaud. Bonne journée à tous. Bonne journée.